Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Christophe Gilgert a passé toute son enfance dans les Cévennes en rêvant de devenir celui qui conçoit les modèles de Lego, marque dont il est encore un grand fan aujourd'hui. Il vit au pied du Mont Blanc et travaille comme référent mathématique de circonscription et enseignant référent aux usages du numérique. Christophe a multiplié les expériences tout au long de sa carrière, professeur des écoles, directeur, formateur à l'ESPE, tuteur de professeurs des écoles stagiaires, et aujourd'hui, ce sont les mathématiques et le numérique qui concentrent toute son attention. Ses côtés, etc. sont liés directement à son métier d'enseignant puisque Christophe est l'auteur et l'animateur du site Clastis, sur lequel il rend compte de sa veille numérique en nous présentant les 1001 pépites développées par les collègues et glanées sur la toile. Mais il est également concepteur avec Carole Cortet du dispositif Math en Vie, qui constitue une méthode très innovante pour un enseignement structuré et explicite de la résolution de problèmes. Pour compléter ce portrait, Christophe est un amoureux de la montagne, où il pratique le ski et surtout le VTT. Christophe Gilgert, bonjour. Bonjour Christophe. On est entre Christophe du coup. Exactement. Je viens de parler de votre passion pour le VTT. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre dernière sortie à vélo ? Dernière sortie, c'était pas plus tard qu'il y a 2-3 jours. C'est rare de faire du vélo au mois de février, mais vu qu'on peut pas faire de ski, on se rabat sur le vélo. Donc ça se fait moitié sur route sèche et moitié sur chemin enneigé. Alors on rentre avec les pieds mouillés, mais c'est pas grave, c'est toujours sympa, quoi. Voilà. Alors le vélo nous ramène souvent à nos plus tendres années. Et quel regard portez-vous sur votre enfance ? Quel regard, c'est question compliquée, ça. Je ne sais pas quel regard. Moi, j'ai passé en fait mon enfance dans les Cévennes tout seul parce que j'ai pas de frères et sœurs et du coup, c'est vrai que j'ai fait aussi beaucoup de vélo. J'ai découvert en fait les alentours, le Mont Lozère en vélo. Voilà, donc beaucoup de balades en forêt. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'élève ? Meilleur souvenir en tant qu'élève. En fait, ça m'est venu plus tard. Je me suis rendu compte que j'étais dans une classe freinée en CE2. J'en avais pas conscience, parce que je savais pas ce que c'était, mais c'est à l'UFM, quand on m'a expliqué ce que c'était une classe freinée, que je me suis souvenu que je participais à des des conseils de classe, que je faisais de l'imprimerie, que je travaillais sur des fichiers autonomes, voilà. Et du coup, j'ai eu une autre vision de cette année que j'ai passée en CE2. Alors, quelques temps plus tard, vous avez été quel genre d'adolescent ? Très très sage. Voilà, j'ai une adolescence assez, sage, je peux dire, oui. Je vivais tout seul en fait parce que j'avais pas de collège dans le village où j'étais, donc j'étais en appartement dès la seconde. Alors peut-être que j'aurais pu en profiter un peu plus, mais en fait non. Adolescence calme, on va dire. Prof, etc. Alors en quoi cette période de l'adolescence et puis de l'enfance également a influencé le choix du métier d'enseignant que vous exercez aujourd'hui ?
En fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, même à la fac, hein, en fait. Et puis, je pense que ayant des parents éducateurs, donc j'ai baigné aussi un peu dans ce monde. Et puis, j'ai été animateur de centre de vacances, directeur de centre de vacances. Et puis, je pense que tout naturellement, après, je me suis dirigé vers l'enseignement. Voilà, mais j'étais déjà on va dire, dans un bain, on va dire, éducatif, pédagogique. Voilà. Est-ce que vous avez un souvenir du premier outil numérique que vous avez utilisé en tant qu'enseignant? Alors oui, donc c'était un ordinateur que j'avais à la maison en fait, qui commençait à devenir vieux. C'était un TO16 de Thomson. Donc c'était le premier PC de Thomson. Et donc je l'avais amené à l'école et du coup ça permettait aux élèves de noter leur réussite à leur dictée et de visualiser leur progrès. Voilà. Donc c'était un usage assez basique et il y avait peu d'ordinateurs, voire pas d'ordinateurs en fait dans les écoles. Et donc du coup j'étais assez content de cet usage-là, ça leur plaisait bien. Et après, je l'ai utilisé également pour faire du traitement de texte. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas d'imprimante après pour conserver en fait les productions des élèves. Beaucoup de gens vous connaissent grâce au site Clastis et aux nombreux partages que vous reliez sur les réseaux sociaux et dans votre lettre hebdomadaire. Comment est née cette aventure Clastis ? En fait, c'est né d'une publication que j'ai faite en fait avec Génération 5. C'était des activités numériques à destination en fait des enseignants du primaire. Et je me suis dit que ça serait bien de les prolonger par d'autres ressources en ligne. Donc au départ, c'était vraiment en lien avec ma publication, donc histoire d'enrichir un peu les activités que je proposais. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert déjà de par les réseaux sociaux de la richesse de ce qui se passait autour du numérique. Et je me suis dit que ça serait intéressant de relayer aussi et puis de recenser tout ce qui se passait autour du numérique et notamment avec une entrée disciplinaire parce que ce qu'on trouvait beaucoup c'était en fait des publications en lien avec du matériel des ordinateurs, des tablettes, tout ça. Donc moi j'ai préféré en fait faire une entrée à partir des disciplines. Voilà. Quel rapport entretenez-vous avec vos lecteurs et vos abonnés ? Est-ce qu'au travers de ce que vous proposez, il n'y a pas un effet salle des maîtres aux dimensions démesurées ? Alors c'est vrai que parfois, voire même assez souvent, je suis sollicité par des collègues qui connaissent un peu le site et qui me demandent des conseils sur le numérique. Alors parfois, je peux leur répondre parce que ça correspond avec ce que j'ai pratiqué ou avec ce que j'ai pu expérimenter. Puis parfois non, mais j'arrive souvent en fait à la rediriger vers d'autres personnes dont je sais que c'est la spécialité. Voilà. Alors c'est vrai que ça me prend pas mal de temps et puis j'ai quand même à cœur de leur répondre parce que voilà, il n'y a rien de plus de plus décevant d'envoyer un mail à quelqu'un ou une demande et de pas avoir de retour. Donc je m'efforce de répondre à tout le monde. Voilà, mais c'est assez prenant au niveau du temps. J'imagine. Prof, etc. Le numérique est aujourd'hui un outil majeur, aussi bien dans la gestion de classe que dans les propositions pédagogiques qu'il permet. Quelles seraient, selon vous, les 3 applications incontournables aujourd'hui en dehors des suites bureautiques ? 3 applications incontournables. Alors, je dirais d'abord les outils collaboratifs. Voilà, parce que ça permet en fait, d'envisager en fait d'autres modalités de travail entre élèves. Voilà, et de montrer que les outils numériques en fait, ils peuvent aider à être plus performants et puis d'avoir de décupler un peu son travail. Voilà. Donc un traitement de texte mais collaboratif. Avec ça, on peut faire vraiment des choses intéressantes.
Je mettrais en deuxième les réseaux sociaux, parce que je me dis que aujourd'hui les élèves sont confrontés à, en fait à ces réseaux. Ils sont pas forcément accompagnés dans leur famille, donc je me dis que c'est peut-être à l'école de jouer ce rôle-là et d'avoir à travers les réseaux sociaux un usage pédagogique, voilà, autour de la tutée ou autour de ce qu'on propose dans Math en Vie ou autour de plein d'autres dispositifs qui utilisent en fait les réseaux sociaux. Troisième outil qui me paraît indispensable, c'est tous les outils de création, comme Book Creator, comme Edupage, ou tout ce qui permet en fait aux élèves de créer du contenu et de le partager. Votre deuxième facette, etc., c'est le dispositif Math en Vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Ça s'adresse à qui? Donc Math en Vie, ça s'adresse en premier lieu aux élèves de l'école primaire, mais pour autant, on a des enseignants de collège et de lycée qui commencent aussi à rentrer dans le dispositif parce que ils sentent que ça, comment dire, parce qu'en fait, ça leur parle aussi par rapport à ce qu'ils font en classe. Voilà. En fait, c'est quoi? C'est faire des mathématiques à partir de photographies, histoire d'ancrer en fait les mathématiques au réel et de donner du sens en fait aux mathématiques. Donc, on s'appuie sur des photos pour créer des activités mathématiques ou pour faire de la résolution de problèmes. Alors, ces photos, ce ne sont pas simplement une illustration du problème que vous proposez, si j'en crois ce que j'ai pu lire sur votre site. Voilà, oui. Donc, contrairement à ce qu'on peut voir dans les livres de mathématiques où on a des belles photos souvent qui illustrent les problèmes, là, la photo, l'élève va devoir en fait prélever des informations mathématiques ou des données pour résoudre le problème. Ce qui va permettre de donner du sens à ces données et que les élèves les utilisent en fait à bon escient. Voilà. Quand on observe l'immense catalogue de situations mathématiques ancrées dans le réel, on se demande comment personne n'a eu l'idée de les exploiter avant. Comment a germé ce projet ? En fait, on a rien inventé, hein. On s'est inspiré déjà de Freinet qui faisait des sorties mathématiques à son époque, et surtout d'une initiative qu'on a découverte entre deux classes du Québec. Donc, c'était un petit projet de fin d'année et les élèves on prenait des photos de leur cours, de la rue, et ils demandaient à la classe avec qui ils correspondaient de retrouver des éléments géométriques, de retrouver des parallèles, de retrouver des formes, de retrouver des angles droits. Voilà. Donc, on a trouvé cette initiative intéressante et on s'est dit qu'on pourrait en fait l'étendre aux autres domaines des mathématiques, au nombre et calcul, et puis aux grandeurs et mesures. Voilà d'où est né le projet. De quel soutien bénéficiez-vous pour développer ce projet? Est-ce que l'institution vous aide? Comment peut-on vous soutenir ou vous rejoindre? Alors oui, bien sûr. Au départ, l'institution nous a soutenus parce que c'était un projet de circonscription. Donc c'était dans le cadre d'une animation pédagogique où il y avait 12 personnes. Et en général, quand on fait une animation, les gens sont contents. À la fin, viennent nous dire, ben oui, c'est sympa votre truc, voilà. Sauf qu'après, on n'a plus de nouvelles. Et là, quand on a vu qu'il y avait 10 personnes sur les 12 qui sont revenues vers nous pour nous dire ce qu'ils avaient mis en place autour du projet, ça nous a incité en fait à continuer. Voilà. Donc au départ, comme je disais, c'était un projet de circonscription. Ensuite, on a été soutenu en fait par la DAN parce que c'était un projet aussi numérique qui utilisait des tablettes, des tableaux interactifs et des ENT pour échanger. Voilà. Et après, de fil en aiguille, donc on a été soutenu par d'autres associations aussi mathématiques donc, on a été accompagné par la DAN durant 3 années dans le cadre des projets Heures du numérique de notre académie. Et ensuite, on a soumis notre dispositif à la CARDI pour les journées de l'innovation. Voilà.
Alors comment nous rejoindre? Donc aujourd'hui, on est structuré en association parce que au fil des années, en fait, on peut laisser dépasser par le projet grandissant et les sollicitations augmentant. On ne pouvait plus gérer ça en fait à deux parce qu'on est deux co-créateurs donc avec Carole Corté de ce dispositif. Donc du coup, on a voulu fédérer un peu toutes les personnes qui s'intéressaient aux activités qu'on proposait et qui souhaitaient aussi collaborer au projet. Voilà. Très bien. Donc, votre association accepte des membres qui peuvent s'inscrire comme ça dans cette démarche. Oui, donc sur notre site, en fait, on présente notre association et puis on peut nous rejoindre très facilement. Très bien. On est 260 à ce jour. On est même un peu dépassé par le succès, on va dire. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois, Christophe, et pour quelle raison? Ri aux larmes, sacrée question. Je ne sais pas du tout. Là, j'ai rien de précis en tête. Je vais te dire qu'il y a certains films, des fois, sur lesquels je peux. Je sais pas. Honnêtement, j'ai rien en tête. Je suis désolé. Non, ne soyez pas désolé. C'est une question qui, bizarrement, reçoit en général ce type de réponse. En fait, les gens, même les plus joyeux, je vous rassure, ont du mal à se souvenir du dernier éclat de rire. Je dis rire aux larmes, mais ça peut être un franc éclat de rire également. Mais c'est intéressant. Ça serait peut-être sur un film de Dupontel. Voilà, chercher le nom, mais sur un film de Dupontel parce que je trouve que j'aime bien son humour délirant, quoi. Voilà. Ouais, délirant et un peu noir parfois également. Ouais. Prof, etc. Pouvez-vous me citer un moment préféré de votre journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel? Alors professionnel, ça pourrait être en fait le petit café du matin en l'inspection où on retrouve en fait les collègues et où on échange de façon informelle et parfois même plus formelle. Donc c'est vrai que c'est un moment que j'apprécie beaucoup. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous? Quelle valeur? Je dirais peut-être la solidarité, l'esprit d'équipe. De quelle manière parvenez-vous à intégrer cette valeur dans votre pratique professionnelle? L'esprit d'équipe, je dirais que je me rends compte au fil des années que c'est en coopérant en fait avec les collègues qu'on arrive à faire des grandes choses. Comme je dis, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. C'est pas de moi, mais j'aime beaucoup cette image, quoi. J'ai l'habitude en fait de bosser avec mes collègues sur tous les projets. Donc je suis avec 2 conseillers pédagogiques. On a des compétences en fait vraiment diverses et complémentaires. Et on se rend tous compte que quand on bosse ensemble, on arrive à faire des chouettes choses qu'on n'aurait pas été capable de faire tout seul. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier? On va dire c'est peut-être ma patience et ma bienveillance parce que même si parfois on bout peut-être intérieurement, le fait d'être direct pourrait peut-être bloquer des choses et ma patience fait que au final on arrive à travailler avec tous les collègues.
Si vous pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui ? Peut-être un chef d'orchestre. Voilà, je suis pas grand musicien, je suis vraiment petit musicien, je fais quelques petits accords à la guitare, c'est tout. Mais je sais pas, je trouve que ça va être un beau métier, voilà. Prof, etc. Comment définissez-vous le succès ? Comment je définis le succès ? Alors là, j'en ai aucune idée. Le succès. Est-ce que c'est quelque chose de public ? Est-ce que c'est quelque chose de plus intérieur ? Comment on se sent quand on réussit quelque chose ? Le succès, ça peut être quelque chose de très modeste à partir du moment où, pour moi, le succès, c'est à partir du moment où on est soi-même content de ce qu'on fait. C'est déjà un succès. Il n'y a pas forcément besoin de faire de grandes choses pour que ce soit qualifié de succès, à mon sens. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? Je crois que je souhaite un peu ce qu'on souhaite tous en ce moment, c'est de sortir de cet épisode et puis retrouver une vie un peu plus normale, voilà, notamment pédagogiquement, où dans ce qu'on fait actuellement, on est quand même limité, voilà, et la formation, du coup, faire de la formation à distance ou avec des masques, ça enlève quand même une grande dimension dans ce qu'on fait, et on va pas aussi loin que ce qu'on pourrait faire d'habitude, quoi, voilà. Merci Christophe d'avoir passé ce moment avec moi. Merci Christophe, merci à toi surtout pour l'invitation. Je mettrai tous les détails sur le site Clastis et sur le dispositif Math en Vie en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application podcast depuis un iPhone ou un iPad, ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi.